Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un plaisir de se retrouver tous ensemble à l'occasion de la nouvelle année. À l'Assemblée, nous avons réussi à réunir toutes les options politiques dans un même combat, comme d'autres ont su le faire avant nous pendant la résistance contre l'occupant nazi. Il y a des sujets qui supportent mal les clivages partidaires et partisans. Il faut savoir en venir et en rester à l'essentiel, comme vous-même avez réussi à unifier dans le Conseil national de la résistance iranienne différentes sensibilités. Et donc, vous n'êtes pas seulement, Madame la Présidente, quelqu'un de charismatique, ce qui est toujours très agréable, mais vous êtes une rassembleuse, contrairement à ce que disent vos détracteurs. Vous avez été la cible ces derniers jours de ces bandits qui sont au pouvoir à Téhéran. Mais moi, je suis très laïque, je suis même un peu agnostique, complètement même, mais il n'est pas inutile de connaître les textes sacrés, parce que non seulement il y a de la sagesse, mais il y a l'histoire aussi des peuples qui s'y retrouvent. Et Madame la Présidente, dans la Bible, il est écrit quelque part qu'on ne saurait jeter de pierre à l'arbre qui ne porte pas de fruits. Et certainement que vous portez beaucoup de fruits, puisque les mollahs vous envoient beaucoup de pierres. Et c'est vrai qu'ils sont partisans de la lapidation, hein. Mais j'espère qu'aucune ne vous atteindra d'une façon fatale, parce que nous serions tous orphelins, ce que nous ne souhaitons pas. Jean-François Légaré, tout à l'heure, je ne dirais pas que c'est un grand spécialiste de la Révolution, encore que, mais il a dit que ce qui se passe en ce moment en Iran, c'est une révolution. Ben, ça nous renvoie un peu en arrière, le 14 juillet 1789, quand la Bastille fut prise d'assaut par les Parisiens. Un aristocrate très important informe le roi Louis XVI que la Bastille a été prise. Et le roi dit c'est une insurrection. Et le courtisan répond non, sire, c'est une révolution. Je pense que jusqu'à ce jour-là, Louis XVI peut-être ne savait pas comment s'écrivait le mot révolution, ni à quoi ça correspondait. Mais très vite, il a compris que ça s'écrivait avec un R majuscule. Et comme disait quelqu'un qui m'est cher dans les références, ce ne sont pas les écritures sacrées, encore que Karl Marx disait que quand les idées s'emparent des masses, elles deviennent une force matérielle. C'est ce qui se passe chez vous. Qu'on fasse l'analyse au nom de Marx ou de n'importe quelle autre théorie, peu importe, si on part du réel et qu'on est capable d'analyser les rapports de force qui sont en train de naître, d'évoluer et structurer la société iranienne, alors on voit sur quoi cela peut aller. Et en ce qui concerne l'Iran, l'Iran qui est l'héritière de ce grand peuple persan, Persépolis, plus de 2000 ans derrière nous. Et l'Iran, ce n'est pas seulement Darius, Sirius, c'est aussi au XXe siècle le peuple qui s'est déjà levé. Et avec ces événements extraordinaires des années 50, où le docteur Mossadegh a pris des décisions qui ont fâché les puissants. Les puissants, à l'époque, ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, c'était ceux qui possédaient le plus de pétrole avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et le docteur Mossadegh a commis un péché mortel pour ceux qui possédaient l'argent. Il a décidé de nationaliser le pétrole, c'est-à-dire de rendre au peuple iranien ce qui était à lui. Évidemment, après, ça s'est un peu compliqué, et ils ont, le Shah a chassé le docteur Mossadegh dans les conditions que vous savez. Tout ça pour vous dire que l'Iran, c'est pas seulement ce qui se passe en ce moment,
c'est la suite dans une histoire qui va toujours dans le même sens, avec le peuple qui s'empare de ses propres intérêts et qui met en œuvre la vision qu'il a d'un futur pour son pays. Vous le disiez tout à l'heure, c'est le 115e jour du mouvement actuellement. Les mollahs y répondent comme les dictateurs savent faire, par la terreur. Mais ils n'ont pas encore compris qu'on ne tue pas des idées. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis, puisque je faisais référence à la Bible tout à l'heure, ben oui, déjà à cette époque-là, les Romains ont essayé de tuer les idées. Ça n'a pas très bien marché. Ils ont même fait de leurs victimes quelqu'un dont on parle plus de 2000 ans après. Donc, qui est le vainqueur dans cette affaire-là? Ce n'est pas celui qui fut provisoirement vaincu. Parce que tous ces gens croyaient à la force de leurs convictions. On n'est pas obligé de les partager pour faire ce constat. Et la dictature théocratique à Téhéran pense qu'on peut tuer des idées comme la Sainte Inquisition de l'Église catholique pensait qu'on pouvait tuer les hérésies hier en faisant monter sur le bûcher ceux qui ne pensaient pas bien. Qu'est-ce qui est arrivé à Mahsa Amini? Elle portait le voile, mais ne le portait pas bien. Et donc la police des mœurs l'a arrêtée et l'a tuée ensuite. Elle appartient à une minorité nationale en Iran. Mais ce qui est fantastique, c'est que dans le mouvement actuel, il n'y a pas de minorité nationale qui compte. C'est un combat pour la liberté dont cette jeune fille a été une victime. Et elle est devenue, elle n'a pas cherché à le devenir, mais elle est devenue un symbole, un emblème. Et la puissance actuelle du mouvement est impressionnante. Et la continuité, parce que des mouvements en Iran, dans les dernières années, il y en a eu beaucoup, toujours réprimés férocement, dans le sang, des milliers de morts, mais cela continue. Et vous avez souligné le rôle des femmes. N'oublions pas que dans un pays comme le nôtre, c'est pendant la résistance que les femmes ont gagné leur place et enfin le droit de vote qui leur a été reconnu, j'allais dire octroyé. Non, il n'a pas été octroyé, elles l'ont conquis. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Ces femmes que rien n'arrête, qui brûlent leur voile en public, quel courage, parce qu'elles savent ce qui les attend si elles se font prendre. Ces femmes se sont levées. Et comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, par nature, si j'ose dire, puisque ce sont elles qui donnent naissance aux hommes jusqu'à nouvel ordre. Et malgré tous les progrès de la science, on n'a pas su faire autrement. Je vois que Jean-François Le Garret semble mettre des doutes, mais je suis sûr que c'est toujours comme ça. Alors, dans cette Perse historique, un vieux peuple comme ça ne peut jamais être un peuple soumis, parce qu'on peut l'assujettir pendant un temps, mais le réel remonte à la surface, les aspirations émancipatrices, libératrices remontent à la surface, et face à un peuple qui est en marche, c'est comme un torrent qui s'écoule dans la montagne, vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter, parce qu'il trouvera toujours le chemin pour aller jusqu'à la rivière et aller jusqu'à la mer. Et rappelez-vous qu'une des grandes mers de la planète s'appelle l'océan Pacifique. Parfois, il faut regarder attentivement pour remarquer qu'il est pacifique. Mais aujourd'hui, le régime des mollahs, il intervient dans beaucoup d'endroits de la planète, en Syrie bien sûr, mais même en Ukraine aujourd'hui. Donc les mollahs portent en eux la guerre, l'oppression, et pas seulement sur leur peuple, mais aussi à l'extérieur. Et donc pour nous, c'est une question de salut public, de fraternité, de solidarité, que de joindre nos efforts à ceux des Iraniens, en respectant toujours une chose importante, ce sont les Iraniens, comme chaque peuple, qui doivent décider de leur propre avenir en dehors de toute ingérence étrangère.
Alors la répression des Moudjahidines, le sacrifice consenti par les Moudjahidines du peuple d'Iran pour la libération de l'Iran a été déjà extraordinaire. Des dizaines de milliers de victimes, mais rien ne les arrête parce que la conviction est là, la conviction qu'ils ont un rôle pour ne pas vivre eux-mêmes le monde émancipé qu'ils veulent, mais de rendre le service vital pour que leurs frères et sœurs soient libérés de la tyrannie. Il y a eu la révolution en 78-79 et la révolution a été confisquée par les ayatollahs. Quel courage de ce peuple iranien qui tous les 40 jours descendait dans la rue en sachant que ceux qui descendaient dans la rue le soir ne reviendraient pas dans leur famille, peut-être parce qu'ils ont été assassinés par la répression du Shah. La révolution a été confisquée, mais ce qui l'a porté n'a pas disparu pour autant. Et d'ailleurs, dès ce moment-là, les Moudjahidines du peuple d'Iran étaient en première ligne. Et les mollahs l'ont si bien compris que ça a été la première force qu'ils ont essayé d'étouffer, parce que les Moudjahidines étaient déjà enracinés dans leur terre persane. Et les mollahs ont tout de suite compris que le danger pour eux, le danger pour les tyrans, il était du côté des Moudjahidines parce qu'ils incarnaient, ils portaient l'étendard des aspirations de leur peuple pour sa libération. Répression contre les Moudjahidines, il y a eu cet horrible massacre dans les prisons en 1988. Certes, ça nous rappelle aussi des choses chez nous qui n'ont pas toujours été très glorieuses. Mais il faut connaître l'histoire sans la juger, mais en essayant de l'évaluer pour ne pas répéter les mêmes choses. Et quand on répète, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On participe au crime à ce moment-là. Et les Moudjahidines ont été victimes de cette répression, de ces assassinats de masse. Et j'ai eu la chance, avec quelques collègues, d'aller à Ashraf, en Albanie, il y a quelques mois. Et là-bas est présentée une exposition de témoignages très intéressants. Et en particulier, au moment de ces événements de 1988, où on a essayé d'obtenir des Moudjahidines prisonniers, qu'ils se renient. Et quelques-uns, vous savez, face à la terreur, face à la torture, comment réagiriez-vous? Personne, nul ne sait parmi nous. Et certains ont cru qu'en acceptant dans les mots de renier, ils obtiendraient la vie sauve. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur a proposé pour vérifier qu'ils rompaient bien? On leur a donné un revolver pour qu'ils aillent tuer l'un de leurs camarades. C'est ça, la tyrannie. C'est le fascisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors, on a accusé le MPI d'être une secte. Alors moi, ça me fait sourire. Non pas que l'accusation ne soit pas grave, mais sur la question de secte, vous me permettrez de penser, j'en connais un petit bout avec quelques collègues de l'Assemblée nationale, par exemple, un vieux complice seulement sur ce sujet-là. Sur d'autres, nos chemins sont assez différents. Georges Fenech, député de la région lyonnaise à l'époque, mais qui a eu un grand mérite, c'est d'être courageux dans le combat contre les sectes, ces groupes qui aliènent, qui oppressent, qui volent, qui torturent aussi, et qui n'hésitent pas à conduire au suicide. Alors, moi, quand on m'a dit ça la première fois, j'ai dit à mon interlocuteur, mais les sectes, écoutez, pour ce que je connais de l'MPI, je ne crois pas. Mais quand on vous met cette idée-là dans la tête, vous observez de plus près, Madame la Présidente, et vous vous dites, est-ce que par hasard, Madame Rajavi ne serait pas la gourelle, puisqu'on appelle ça comme ça, féminin, et je ne veux pas utiliser le masculin pour désigner une femme, parce qu'en ce moment, c'est très dangereux. Hein. Et non, ce n'est pas, je ne pense pas que Mme Rajavi, même si ça ferait un titre supplémentaire sur sa carte de visite, soit une gourelle. Qu'est-ce que c'est une secte? Je ne suis pas sûr que tous ici rassemblés, vous le sachiez très bien. Mais sans entrer dans le détail, je vais résumer. C'est un groupe
qui a un chef qui est toujours très intéressé. Alors parfois c'est par l'argent, parfois le pouvoir, parfois par le sexe, mais toujours pour dominer et avoir des gens qui sont subordonnés, qui ne jurent que par le chef, qui s'alignent complètement sur lui et qui renoncent à leur liberté de penser et aussi à leur bien. Parce que ces gens-là qui sont derrière, ça se transforme tout ça en monnaie sonnante et trébuchante. Eh bien, moi, je n'ai jamais vu ça du côté de l'ONPI. Et si on me considère comme un expert reconnu, à défaut d'être autoproclamé sur les sectes, je vous donne l'absolution, Madame la Présidente. Vous n'êtes pas une secte, ça je ne crois pas. Et je suis prêt à porter témoignage là-dessus. Alors, l'histoire des dernières années a été un petit peu mouvementée. Vous avez insisté tout à l'heure, et les collègues qui sont intervenus avant moi l'ont répété, sur la laïcité. Les Français souvent prononcent le mot sans se rappeler bien ce que ça veut dire. La laïcité, ça a été un long processus dans notre pays, qui s'est conclu en 1905 par cette loi fantastique portée par pas n'importe qui, Jean Jaurès et Aristide Briand, et de grands intellectuels de l'époque. Et contrairement à ce que les Français pensent, la laïcité, ce n'est pas la liberté religieuse. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est la liberté de conscience, la liberté de penser. Et c'est au nom de cette liberté de conscience que chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Et je vous rappelle l'article 1er de la loi de 1905, la République ne reconnaît et ne finance aucun culte. Et on oublie toujours la deuxième partie. C'est comme quand on dit que Marx a dit « la religion est l'opium du peuple ». C'est vrai, il a écrit ça, mais il y a une virgule, puis il y a un texte après. Et il dit « c'est le moyen pour les hommes de protester contre l'état des choses existantes ». Ah, mais ça change tout. Il n'y a plus que l'opium, il y a tout le reste. Il y a l'aspiration à la libération. Et quand notre loi de 1905 dit que nous ne reconnaissons aucun culte et que nous ne finançons pas, elle ajoute juste après et permet à chacun de pratiquer sa religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État reconnaît que chaque culte doit avoir des lieux, peut former communauté pour partager une foi commune et pratiquer ensemble le retour vers le Dieu auquel chacun, dans ces cas-là, fait référence. C'est ça la laïcité. Et Madame Rajavi, au risque de vous décevoir, non, vous n'avez pas inventé la laïcité, mais vous partagez avec nous un principe fondamental qui garantit la liberté de conscience. Et cela n'a pas de prix et ne se monnaie pas, que ce soit à la bourse ou dans des enceintes comme celle-là. Donc, votre attachement à la laïcité et à cette séparation de l'Église ou des Églises et de l'État, pour nous, c'est extrêmement précieux. Alors il faut isoler le régime des mollahs. Mais il a des soutiens, ce régime des mollahs. Il faut les combattre. Et je vais les dénoncer, quelques-uns. On va dire, faites la dénonciation, non, c'est pas possible. Mais quand ce sont des complices de crime, c'est un devoir. Vous qui êtes avocate, maître, vous savez bien que dans certains domaines, il y a l'article 40 du Code de procédure pénale, et quand on connaît l'auteur d'un délit, on doit le dénoncer. Et il y a un principe de base de la République française. Nous devons assistance à toute personne en danger. Sinon, c'est un délit, n'est-ce pas, madame? Maître, pardon. Je ne mets pas au féminin. Vous permettez? Non. Ça serait déplacé. Alors, je reviens à mes sectes d'une certaine manière, parce que après la chute du bloc soviétique, elles se sont infiltrées un peu partout parce qu'il y avait des âmes à prendre, comme aurait dit Gogol. Et on a vu sortir des gens d'Azerbaïdjan, de Roumanie, et défendre la scientologie ou d'autres sectes. Et aujourd'hui, il y a de nouveau des gens qui viennent de ces pays orientaux, à l'orient de l'Europe, comme un certain Maïmadov,
qui est conseiller d'un groupe politique au Parlement européen et qui défend les mollahs, mais avec une certaine intelligence. Il essaie de bloquer ceux qui veulent agir contre la dictature. Et il essaie de montrer que les ayatollahs, d'après tout, ils ne sont pas faits tous du même bois. Quelle erreur tragique ce serait que l'on le croit. On a vu récemment qu'il y avait un Qatargate qui a coûté cher à une vice-présidente grecque du Parlement européen. Comme aurait dit, je dis ça pour les plus anciens d'entre nous, sur Radio Luxembourg, il y avait autrefois une journaliste qui s'appelait Geneviève Tabouis et qui disait toujours « Attendez-vous à savoir ». Eh bien moi je vais vous dire comme Geneviève Tabouis, dont je ne suis pas le fils, attendez-vous à savoir qu'il y aura un Iran Gate où on trouvera tous ceux qui sont vendus, il faut les appeler par leur nom, aux mollahs. Oh, certes, ils ne doivent pas les payer très cher, parce qu'on a si peu de morale, on doit se prostituer pour peu de choses. Mais ils ont des noms, ils ont ce Mamadov, et puis en France, vous avez un certain Ourcade, que vous voyez sur les plateaux de télévision, et qui est appelé comme expert. Un type comme ça, c'est pas un expert, on appelle ça un collabo, K-O-2-L-A-B-O, comme pendant l'occupation chez nous. Il faut les appeler par leur nom et les montrer, les désigner, non pas pour les faire rougir de honte, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la honte, mais pour qu'ils se terrent sous terre, d'où ils ne devraient jamais sortir. Alors il faut les dénoncer, et je pense que nous tous ici, nous avons un rôle à jouer. Et je vous rappelle que dans les choses à dénoncer, par exemple, le Parlement belge et le gouvernement belge ont accepté de voter un texte aujourd'hui qui permet de sortir de prison ceux qui avaient préparé l'attentat qui n'a pas pu être exécuté contre le rassemblement de Villepinte. Madame la Présidente, auquel vous participiez, auquel un certain nombre d'entre nous étions, et d'ailleurs, si l'attentat avait réussi, peut-être qu'une partie des personnes qui sont ici ce soir seraient sur nos tombes pour se recueillir en mémoire de ce que nous avions fait. Heureusement, ça n'a pas marché, et grâce à plusieurs services secrets allemands, belges, ils ont été arrêtés. C'était quoi ces gens? C'était des diplomates iraniens. C'était donc du terrorisme d'État. Il s'agissait de tuer à l'occasion du rassemblement traditionnel de Villepinte. Ils n'ont pas réussi, et aujourd'hui, ils ont trouvé des complices. Les juges belges ont été très courageux. Ils n'ont pas cédé. Mais le gouvernement belge et le Parlement belge a trahi les magistrats qui ont été courageux. Et aujourd'hui, les mollahs ont attrapé un Belge qui passait par là en Iran, ils l'ont mis en prison, et ils disent aux Belges, on vous le rend, mais il faut libérer nos criminels en échange. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais simplement vous dire que vous entendez justement dans ce partage entre les modérés et les pas modérés en Iran, il y en a qui ont des propositions pour le futur, pour replâtrer, pour raccommoder. Et là, je vous renvoie, mesdames et messieurs, chers amis, à notre histoire. Vous savez, les restaurations, chez nous, on en a connu. Après la Révolution, il y a eu 1815-1818. Ça n'a pas été un grand succès. Ça a fini par la Révolution de juillet en 1830. Puis il y en a qui ont voulu replâtrer encore, avec ce qui était le plus récent, avec le badinguet, disait Victor Hugo, vous savez, le neveu de Napoléon, que Victor Hugo, celui-là, appelait Napoléon le Petit aussi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça s'est fini en 1870 avec la Commune de Paris. Et donc, ces espèces de rafistolage qui ignorent les aspirations du peuple, ça ne marche pas. C'est pourquoi notre devoir à nous, c'est de soutenir le combat magnifique, parce que les lois de l'histoire des mouvements populaires, c'est comme les lois de la physique. Vous pouvez mettre le couvercle, mais quand la marmite commence à bouillir, vous pouvez même vous asseoir sur le couvercle, mais vous sauterez dans les airs avec le couvercle.
mais vous ne pouvez pas réprimer un mouvement irrépressible. Et ça doit être notre honneur à nous, notre dignité, que d'être solidaires de tous ces révolutionnaires. Et j'adhère à la référence de Jean-François Le Garret d'Iran aujourd'hui, parce qu'ils apportent leur pierre à la construction d'une humanité faite de fraternité et de confiance dans l'intelligence des personnes. Alors, Madame la Présidente, vous connaissez tous ici le chant des partisans. Maurice Ruon, dans son texte, dit quelque part qu'il y a un résistant qui tombe, qui est abattu, mais qui immédiatement sortent de l'ombre de nouveaux résistants, qui savent le prix qu'il peut en coûter que de participer au combat libérateur, mais ils y vont néanmoins, parce que la volonté de construire le futur, de partager cet avenir de liberté, il est irrépressible. Alors, puisque c'est la période des vœux, Madame la Présidente, permettez-moi d'associer mes vœux à tous ceux qui ont déjà été formulés, et puisque vous nous y avez invités par avance tout à l'heure à nous revoir à Téhéran, que 2023 soit l'occasion de rendre visite à ce grand peuple perse et que nous allions le remercier pour le combat qu'il a mené ayant contribué à ouvrir les portes du futur pour notre humanité. Merci Madame la Présidente. Merci, monsieur.